Alors, comme je vous disais en préambule, cette session s'inscrit dans le troisième cycle de l'année du pôle mécénat et engagement citoyen, consacré à l'engagement environnemental des entreprises. Alors, tout petit rappel, hein, nos membres avaient été en effet, nombreux à nous demander d'aborder les questions environnementales dans notre, programmation. Preuve, bien sûr, que le sujet continue d'interroger et de questionner, même si on en parle beaucoup. Est-ce qu'on le fait suffisamment et suffisamment bien? 3 points de suspension, point d'interrogation. Alors, nous espérons en tout cas, au travers de ce cycle, avoir au moins ouvert la discussion, offert les conditions de débat, facilité les échanges entre pairs, en vue bien sûr de progresser, de monter en compétences sur ces sujets et de s'ouvrir bien sûr sur de nouvelles perspectives et opportunités. Alors évidemment, si vous avez manqué les précédentes sessions, sachez qu'elles sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube des entreprises pour la cité, aux liens qui vont s'afficher dans le chat. Merci beaucoup Luna pour ça. Et pour clore ce cycle, donc, nous vous proposons aujourd'hui de zoomer sur comment les associations environnementales comme le WWF, par exemple, accompagnent concrètement les entreprises pour faciliter leur transition. Alors, pour que cette rencontre et ce type de coopération, hein, comme je le dis, entre associations et entreprises, puisse se faire, il faut bien sûr qu'un certain nombre de critères et de conditions soient remplis. Nous prendrons en tout cas le temps de voir cela, tout à l'heure avec nos intervenantes. Précisons seulement à ce stade qu'il y a une différence entre association et ONG, sur le choix en termes d'approche et de ligne stratégique vis-à-vis des entreprises. Avec d'un côté des acteurs qui travaillent plutôt autour de la confrontation et majoritairement des actions de campagne, et de l'autre des acteurs qui travaillent plutôt autour de la confiance et de la coopération en recherche de solutions et autour de projets concrets, notamment sur le terrain. Alors, les 2 sont pas incompatibles, hein, elles restent complémentaires pour faire bouger les lignes, et peuvent même se retrouver dans certains cas, au-delà de leurs approches et de leurs visions différentes, sur des projets communs comme, par exemple de plaidoyer, interassociatif sur des projets de loi. En tout cas, dans ce deuxième cas de figure, la confiance et la coopération entre associations et entreprises ont pu être permises, d'une part, parce que les entreprises ont été incitées à évoluer, comme vous le savez évidemment, par les lois successives en matière de responsabilité environnementale, mais aussi parce qu'elles ont questionné, ou en tout cas elles ont su questionner leur propre durabilité et leur pérennité. Et d'autre part, parce que les associations ont vu dans les entreprises volontaires, en tout cas, de formidables leviers de transformation et de changement systémique. Alors, associations et entreprises ont dès lors un objectif commun que souhaite favoriser, en tout cas notre association Les Entreprises pour la Cité, c'est trouver ensemble les clés et les solutions pour freiner la dégradation de l'environnement et repenser les modèles de production et de consommation actuels. Alors, il y a diverses façons de coopérer. Certaines entreprises se saisissent plutôt du mécénat pour établir un dialogue avec les associations et soutenir leurs projets. Alors que ce soit par exemple des projets de sensibilisation, d'éducation ou de plaidoyer, mais aussi des projets en termes d'actions concrètes de protection de l'environnement, comme la création de réserves naturelles, le nettoyage d'espaces publics, le changement de modèle d'agriculture, etc. Comme on l'a vu d'ailleurs lors de notre première séance consacrée à la philanthropie environnementale. Et de l'autre côté du spectre, les associations peuvent aussi proposer leurs expertises et leur savoir-faire technique. Certaines associations, comme c'est le cas du WWF, proposent, elles, les 2 formules pour mieux accompagner la transition. Cette approche repose, et c'est important de le dire, sur des relations fortes, mais aussi de confiance et critiques et assumées. Mais concrètement, les questions qu'on peut légitimement se poser et auxquelles nous souhaitons répondre aujourd'hui, ou en tout cas tenter de répondre, hein, dans le cadre de ce webinaire, sont les suivantes. Comment entreprises et associations telles que le WWF travaillent-elles ensemble? Sur la base de quels constats, critères, valeurs, conditions préalables? Avec quels objectifs et plans d'action?
Quelle est l'articulation éthique et vertueuse entre mécénat et coopération technique? Faut-il être parfait pour travailler avec des associations telles que le WWF? C'est effectivement une question que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser. Comment mesure-t-on l'efficacité des actions et comment cela permet-il de créer un effet d'entraînement et d'innovation sur l'ensemble du secteur d'activité et de mobilisation interne et externe auprès, par exemple, des collaborateurs, fournisseurs, etc. Alors, 1 heure, c'est très court. On ne réussira peut-être pas à tout couvrir, mais pour en parler et en tout cas essayer d'y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir nos 3 intervenantes. Alors, Aurélie Pontal, vous êtes directrice des relations entreprises et corporate philanthropy, WWF France. Élodie Parr, vous êtes directrice du développement durable au sein du groupe Bell. Et Magali Serron, vous êtes déléguée RSE auprès de GRDF. Alors, je précise ici que GRDF et le groupe Bell sont tous deux partenaires. Vous êtes tous les deux partenaires du WWF. Alors, bienvenue à toutes les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais arrêter la présentation pour que ce soit peut-être plus agréable et plus interactif. Et je vais vous proposer de vous présenter du coup toutes les trois un petit peu plus en détail pour qu'on comprenne mieux qui vous êtes, ce que vous faites, présenter votre organisation. Alors je précise, Élodie et Magali, peut-être que vous-même vous pourrez préciser comment peut-être le mécénat, la fondation et la RSE s'articulent peut-être au sein de votre équipe le cas échéant pour que l'on comprenne bien. Aurélie, je vous laisse peut-être commencer. Oui, bien sûr. Mais écoutez, merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, je m'excuse d'avance parce que je suis victime des premiers froids, donc ma voix n'est pas tout à fait à son maximum et je risque d'avoir quelques quintes de tout, mais je suis ravie de vous retrouver. Et merci de nous donner la parole sur le mécénat. C'est vraiment quelque chose voilà, qu'on aime bien faire, qu'on aime bien partager parce que donc moi, je suis directrice de la partie mécénat, financement des projets pour le bureau français du WWF, effectivement. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans cette belle ONG. J'étais dans le conseil en environnement avant et très vite, j'ai été attirée par cette approche un peu spécifique, on va y revenir, du WWF. Et je suis ravie de le partager aussi avec des entreprises qui nous suivent depuis longtemps, le groupe Bell et GRDF qui sont des partenaires de longue date et avec qui on travaille sur des sujets sur lesquels on va revenir également. Merci beaucoup Aurélie. Élodie, est-ce que vous souhaitez prendre la suite pour ce petit tour de table? Oui, bien sûr, De merci présentation beaucoup. en tout cas. Bien sûr. Bonjour à tous et merci de me permettre de prendre la parole aujourd'hui avec vous. Donc moi, je suis Élodie Parr et je suis directrice du développement durable pour le groupe Bell. Donc le groupe Bell, c'est une entreprise familiale qui est née il y a maintenant un peu plus de 150 ans dans le Jura et qui est toujours l'idée par la famille Bell. Et on est entreprise à mission depuis cette année, depuis le mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique et on commercialise des portions de bien manger à base de lait, à base de fruits et à base de végétaux. Et peut-être que si vous ne connaissez pas le groupe Bell, je ne doute pas que vous connaissiez certaines de nos marques, hein, comme La Vache qui rit, mais aussi Pomme Pot, ou encore une marque 100% végétale qu'on a lancée il y a quelques années qui s'appelle Nourish. Et ces marques-là sont vendues à travers le monde. Donc, peut-être quelques mots juste sur la manière dont on est organisé. Nous, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans maintenant qu'on a mis en place une démarche de développement durable au sein du groupe Bell, avec maintenant depuis 4 ans une organisation assez différente et assez originale, si je puis dire, puisqu'on a décidé de créer un seul et même département qui s'appelle le département Impact et qui vient rassembler et les équipes développement durable, dont je fais partie, et les équipes finance. Et on a également, pour venir répondre un peu à la question d'Orlan, on a également une fondation dont l'action, qui est très cohérente évidemment avec les activités du groupe Bell, la fondation se concentre sur des cantines scolaires afin que chaque enfant, où qu'il vive, puisse bénéficier d'un repas sain et équilibré quand il va à l'école. Et cette fondation d'entreprise, elle est rattachée aux équipes RSE avec un fonctionnement donc
à la fois très proches, puisque géographiquement et hiérarchiquement, si je puis dire, on est dans la même équipe, et en même temps, on fait très attention à ce qu'il y ait bien des équipes dédiées pour des questions évidentes de déontologie. Et enfin, dernier mot, comme l'a dit Orlan, nous avons un partenariat avec le WWF France depuis maintenant 12 ans autour d'un objectif commun qui est d'accélérer la transition vers un modèle alimentaire durable. Ce partenariat, il est directement coordonné par mes équipes et je sais que j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Merci Élodie. Magali, la parole est Oui. à vous. Et encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter, donc moi je suis la responsable directrice RSE déléguée RSE, comme on dit chez nous, au sein de GRDF depuis 2 ans. C'est une filiale à 100% du groupe Engie. Et donc, on a une mission un peu particulière parce qu'on a une mission de service public et donc, à ce titre, nos revenus sont déterminés par voie réglementaire par la Commission de régulation de l'énergie. Notre mission, c'est de distribuer à tous nos clients en toute sécurité un gaz qui est aujourd'hui majoritairement fossile, mais pour lequel nous œuvrons depuis plusieurs années pour le verdir, donc développer le biométhane. Euh, on a au sein de l'équipe RSE, donc on a à peu près 6-7 personnes au niveau du siège. Et ensuite, on cherche vraiment à infuser les problématiques RSE partout dans l'entreprise de façon la plus opérationnelle. C'est-à-dire qu'on a assez peu d'équipes dédiées sur le terrain. On va avoir des gens qui vont être dans ce qu'on appelait les régions, donc d'un point de vue géographique, parce qu'on est très majoritairement enfin, on est exclusivement en France, même GRDF. Donc, on a sur le territoire français pas mal d'équipes sur le terrain, à peu près une 15-20 personnes qui ont une casquette RSE, mais pas que, hein, qui sont aussi d'autres missions. Et la même chose pour la partie département, pour tout ce qui est opérationnel, ce qu'on appelle chez nous les métiers. On a une fondation depuis 4 ans qui a un fonctionnement à part, avec des équipes à part, même si dans le comité exécutif, il y a à peu près ou une petite moitié de personnes qui sont issues de GRDF et une autre moitié des personnes externes. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur le sujet d'ancrage territorial, de coopération sur les territoires. La partie territoriale est quelque chose de très important. Et puis peut-être une dernière actualité dont je reparlerai après. On avait donc un projet d'entreprise il y a quelques années qui avait vocation à développer les gaz renouvelables, donc la méthanisation, avec des objectifs que nous avons atteints. Et notre nouveau projet d'entreprise a été dévoilé en avril 2024 et s'appelle Mission Décarbonation. Et donc on est les premiers acteurs issus du oil and gas à s'inscrire sur la totalité de notre périmètre, notre bilan carbone sur une trajectoire accord de Paris en dessous de 2 degrés. Et donc, c'est quelque chose qui suscite pas mal de transformations avec lesquelles on a travaillé avec notamment le WWF France, et donc, dont je reviendrai dans quelques instants. Ah bah alors justement, on y revient immédiatement puisque du coup, Aurélie, je vais peut-être, enfin c'est à vous que je vais poser la première question. Est-ce que du coup, vous pourriez nous expliquer un petit peu quels sont les objectifs du WWF en matière de relations avec les entreprises et comment vous travaillez avec elles? Je crois que vous avez quelques slides, donc je vais les partager immédiatement Oui, pour que merci ce beaucoup. soit peut-être plus agréable pour nos auditeurs. Alors, bougez pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors en effet, c'est vrai que le WWF, on est plus connu généralement pour nos travaux de conservation autour de la nature, des espèces emblématiques et des espaces naturels. Mais en fait, les deux sont liés. C'est une ONG, donc c'est la première ONG de préservation de l'environnement dans le monde. Nous, on existe depuis plus de 60 ans. On a fêté d'ailleurs nos 50 ans en France l'année dernière. Et alors, pourquoi on travaille avec les entreprises? Pourquoi on noue des partenariats? En fait, on s'est intéressé progressivement aux causes de dégradation du vivant. Et c'est comme ça qu'on en est venu à travailler en fait avec certaines entreprises, pas toutes. Notre mission, c'est de réconcilier l'homme, avec un grand H, l'être humain, avec la nature. Donc, l'activité humaine, en fait, elle est au cœur de notre mission. Nous, on travaille sur le terrain majoritairement. Notre force, c'est qu'on est présent dans plus de 100 pays. Mais pour préserver des écosystèmes dans la durée ou les restaurer, il faut s'intéresser aux causes et donc il faut aussi travailler avec le monde de l'entreprise.
Un point aussi à garder en tête par rapport à tout ce travail avec les entreprises et les partenariats qu'on développe, c'est que notre deuxième force, c'est qu'on représente la société civile. Donc nous, nos financements et nos budgets reposent majoritairement sur les dons de particuliers. 60 à 70% de nos ressources financières proviennent des dons de particuliers. C'est volontaire. Les entreprises, c'est toujours moins de 30%, donc ça varie chaque année, pour des questions d'indépendance, bien sûr, pour ne pas être dépendant d'une entreprise par rapport à un projet, puisqu'un partenariat, il peut toujours s'arrêter. Et on a quelques règles aussi assez strictes de travail avec les entreprises, j'y reviendrai plus tard. Mais notre force, voilà, c'est vraiment la société civile. Alors, en France, dans le monde, on est une grande ONG. En France, on a la taille d'une PME, hein, on est 120 salariés. Et on mobilise aussi tout un réseau de bénévoles. En France, on a 220 000 supporters qui nous aident aussi dans nos missions et qui soutiennent nos pétitions et qui donnent de leur temps. Voilà, je passe rapidement du coup sur la présentation du WWF. Vous pouvez passer à la slide suivante. Nos objectifs, la question elle était sur nos objectifs. Alors nous, on a une stratégie à 2030. Et pour comprendre un peu notre fonctionnement, le WWF, on a un bureau international qui siège en Suisse, à Gland. Les gens pensent souvent qu'on est américain, mais en fait, notre siège est en Suisse. Et en fait, le WWF international édicte des grandes guidelines qu'on doit respecter, nous, en tant que bureau, avec une certaine autonomie quand même et souveraineté sur le territoire, et notamment pour nous, le WWF France, sur le territoire français. On a 3 grands objectifs à atteindre qui sont très ambitieux et qui sont liés à l'extinction des espèces, à la perte d'habitat naturel dont je parlais, c'est-à-dire qu'on grignote progressivement sur les terres, et à la réduction de l'empreinte écologique. Divisé par 2, notamment la réduction de l'empreinte écologique à 2030. C'est notamment sur cet objectif-là que le travail avec les entreprises s'inscrit. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, dans cet grand objectif de réconcilier l'être humain avec le vivant, et sur ces 3 grands objectifs, sous-objectifs, notre mode d'action, il va être de 3 façons. On va alerter, bien sûr, comme beaucoup d'ONG, vous citiez au début les ONG de campagne. Bien sûr, nous aussi, on fait de l'alerte. Alors, notre façon de travailler, c'est qu'on travaille sur base scientifique. Donc, on édite des rapports et vous avez peut-être vu notre dernier rapport Planète Vivante qui est sorti la semaine dernière, qui est un rapport qu'on sort tous les 2 ans sur l'état de la planète en général. On suit des populations d'espèces dans le temps depuis 1970, donc des données scientifiques, et qui alertent justement sur l'état du vivant, l'état de la biodiversité, mais qui donne aussi des recommandations et des solutions pour agir. Donc on a cette première partie sur l'alerte. La protection, j'en ai parlé, on est une ONG de terrain avant tout, donc on a des projets dans des réserves marines, dans des aires marines protégées, dans des réserves naturelles, mais aussi dans des exploitations forestières, dans des exploitations agricoles. Et c'est là que le travail avec les entreprises il devient intéressant parce qu'on va tester des pratiques plus soutenables, on va tester des modes d'action pour protéger des écosystèmes, pour protéger des espèces emblématiques. Et puis le troisième levier d'action, c'est la transformation des marchés et des politiques publiques. Donc sur les politiques publiques, on retrouve des actions de plaidoyer que vous citiez au début. Sur la transformation des marchés, là, on va parler vraiment de coopération technique dans nos partenariats avec les entreprises. On n'est plus sur le mécénat. Et on a 6 domaines d'expertise que vous voyez à l'écran, sans surprise, qui reprennent les grandes problématiques environnementales, mais qui sont parfois moins connues. Par exemple, vous pouvez être étonné qu'on ait un partenariat avec GRDF, mais on a une expertise sur le climat, sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique, par exemple. L'agriculture et l'alimentation avec le groupe Bell, c'est un des programmes les plus récents. On a d'abord travaillé autour de la vie sauvage, autour des forêts, des océans. Et en fait, il faut savoir, c'est ce que dit d'ailleurs notre rapport Planète Vivante à nouveau, que l'impact de nos modes de vie et notamment alimentaires sur les sols et sur la biodiversité est majeur. Et donc, la transformation de nos sociétés doit impérativement passer par un changement, une transition dans l'agriculture et l'alimentation. On peut passer à la slide suivante. Et une fois qu'on a dit tout ça, en fait, le WWF noue des partenariats depuis plus de 30 ans maintenant avec des entreprises, toujours autour de cette vision de considérer l'entreprise, et vous le disiez au début, à la fois comme le problème,
donc avec une approche où on doit accompagner l'entreprise, challenger notre partenaire pour réduire son empreinte écologique, et à la fois comme la solution. Parce qu'en fait, l'entreprise, par sa capacité de financement, d'innovation, de R&D, de mobilisation de différents publics, des fournisseurs, des clients, des consommateurs. Elle est aussi au cœur de la solution. Ce n'est pas WWF tout seul qui va réussir à créer un changement systémique. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est de s'entourer de quelques acteurs qui vont nous permettre de faire bouger les lignes dans un secteur donné. Donc nous, on travaille vraiment dans notre approche partenariale. On parle de partenariat parce qu'on a 2 volets. La partie réduction de l'empreinte qui prend la forme d'une coopération technique, et ça, c'est fait d'ailleurs juridiquement pour les auditeurs avec notre entité commerciale Panda URL. Ça n'est pas fait avec la fondation WWF. Panda URL est une filiale à 100% de la fondation, mais ça n'est pas du mécénat puisqu'il y a un accompagnement, il y a du temps et de l'expertise qui est mis à disposition de l'entreprise pour confronter les points de vue. C'est ça qui va nous intéresser sur un sujet donné. On ne va pas forcément travailler avec l'entreprise d'ailleurs sur tous les sujets. On va choisir 1 ou 2 sujets les plus significatifs en termes d'empreinte, là où nous, on a une expertise et on peut apporter quelque chose. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de l'impact et d'avoir une valeur ajoutée. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, qui est tout aussi important, c'est la partie mécénat, où l'entreprise contribue financièrement, soutient financièrement 1 ou plusieurs, mais généralement, c'est 1 ou 2 projets de conservation, de préservation et ou de restauration sur une thématique liée à l'eau douce, à l'agriculture, à la préservation des forêts, à la préservation des océans. C'est très important aussi parce que, et d'autant plus aujourd'hui, on pourrait penser que, bien sûr, la priorité, c'est la réduction de l'impact. Ça, on est tous d'accord, il faut d'abord réduire et l'entreprise doit faire des efforts et continuer de faire des efforts pour réduire son empreinte. Mais la situation dans laquelle on est, et j'insiste parce que le rapport Planète Vivante y revient, on est sur une dégradation, une baisse des populations de 73% depuis 1970, avec des niveaux critiques, par exemple, sur les populations d'espèces liées à l'eau douce et dans les zones humides. J'insiste parce que la contribution et la préservation de ce qui nous reste, d'ailleurs, encore plus que la restauration de zones dégradées, c'est bien, mais avant de réparer, il faut déjà préserver ce qui nous reste. Et les écosystèmes clés qui sont nécessaires à nous, à notre survie en tant qu'être humain, la planète, elle va continuer, parce qu'ils régulent les grands cycles de l'eau, les grands cycles du climat, par exemple les 3 grands bassins forestiers, Amazonie, bassin du Congo, Asie du Sud-Est. On a besoin de financement, et notamment de financement d'entreprises, pour préserver ces hotspots de biodiversité que nous, on a définis au WWF. Donc, les 2 sont vraiment importants et on a plusieurs modes de collaboration, on pourra y revenir, avec différentes tailles d'entreprises, qui va de l'engagement des collaborateurs et des parties prenantes de l'entreprise, parce que ce qui nous intéresse dans le travail avec un acteur, c'est de diffuser largement ce qu'on a fait pour entraîner l'ensemble de sa chaîne de valeur. On peut faire aussi du coplaidoyer sur certaines approches et certains projets de loi. On a la partie financement de projets en mécénat, j'en ai parlé, et on a la partie qui est vraiment notre socle, c'est la transformation des pratiques à travers la coopération technique. On peut bien sûr faire seulement du mécénat avec certaines entreprises. Ça peut nous arriver en fonction de la taille, en fonction de son impact, en fonction de son niveau de maturité aussi. Mais ce qui nous intéresse quand même sur la plupart de nos partenaires, c'est de travailler et de jouer le rôle de critical friends sur une démarche de progrès de l'entreprise dans la durée. Nos partenariats, ils se construisent souvent dans la durée. Et donc voilà. Donc c'est, pour vous résumer, un petit peu notre vision et notre approche, mais ravie de répondre à d'autres questions. Eh ben super, merci beaucoup Aurélie pour cette première présentation. Du coup, alors on va laisser votre voix se reposer, Aurélie, parce qu'effectivement, on l'entend, c'est pas facile, mais déjà merci beaucoup pour ça. Alors je vais donner du coup la parole à nos entreprises. Élodie, peut-être pour commencer avec vous, par rapport à tout ce qu'a dit Aurélie, comment vous êtes rapprochés du coup du WWF? Comment vous êtes mutuellement choisis? Selon quelles valeurs communes? Enfin, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez fait le pas? Oui, alors donc en effet, ça fait maintenant 12 ans qu'on travaille avec le WWF France, donc on commence à bien se connaître. Mais si on revient à la genèse de notre partenariat, je pense que
En effet, la première chose, et je vais reprendre beaucoup des mots qui ont été dits à la fois dans l'introduction par vous, Orlan, et aussi par les éléments apportés par Aurélie, je pense que le premier point qui est important, c'est les valeurs qu'on partage. Et là-dedans, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment cruciales. La première, je pense, c'est la co-construction. C'est vraiment l'idée de se dire que on va travailler main dans la main, on n'est pas dans la confrontation, on est dans la démarche de progrès. Et j'y reviendrai après. Vous allez voir que sur les 12 années de notre partenariat n'a cessé d'évoluer, de grandir, de progresser. Et je pense qu'on s'est beaucoup appris mutuellement avec nos compétences respectives. Donc la première chose, c'est la co-construction. Évidemment, pour nous, c'était extrêmement important qu'on choisisse une ONG qui soit dans ce même état d'esprit. L'autre point, je pense que c'est la vision écosystémique que nous apporte le WWF, c'est-à-dire évidemment qu'on a des projets qui sont très spécifiques. Là aussi, je donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais le WWF nous apporte cette capacité à regarder un peu plus haut que juste nos impacts, nous, directs, et de regarder vraiment notre responsabilité élargie. Et puis, dernier point, bien sûr, la démarche de progrès. Encore une fois, on n'est pas, voilà, tout ce qu'on fait en développement durable n'est que dans une démarche de progrès. Rien n'est parfait. Et c'était très important aussi pour nous de pouvoir travailler avec un partenaire qui à la fois nous pousse, comme l'a dit Aurélie, en étant des critical friends. Mais dans critical friends, il y a bien deux mots, critical et friends. Et ça, c'était très important pour nous aussi. Évidemment, au-delà des valeurs communes, c'est évidemment extrêmement important de partager un objectif commun et qu'il soit au cœur de la stratégie et non pas à côté de la stratégie du groupe. Nous, en fait, ça vient d'un constat qui est quand même sans appel. Il y a un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire qui est dû au système alimentaire actuel. Donc, ça n'est pas tenable, bien évidemment. Et là, je parle que des émissions de gaz à effet de serre, mais bien évidemment, le système alimentaire a également des impacts très forts sur la ressource en eau ou encore sur la ressource en biodiversité. Et on partage tout à fait ce qu'a dit Aurélie, c'est qu'à la fois, c'est un très gros problème et il faut que ça change urgemment. Et en même temps, on a la conviction aussi qu'en tant qu'entreprise du secteur de l'agroalimentaire, on est une grande partie de la solution et donc on doit agir. Et donc notre objectif commun avec le WWF depuis maintenant plus de 12 ans, c'est d'accélérer la transition des modèles alimentaires en intégrant cette vision écosystémique, c'est-à-dire en intégrant les enjeux de limites planétaires et en travaillant de concert sur les sujets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur les sujets de préservation de la ressource en eau, et tout ça en l'intégrant dans la thématique encore plus globale, si je puis dire, de la nature qui nous rend des services essentiels, absolument essentiels, pour qu'on continue d'être présent. Et alors nous, juste en deux mots, le partenariat, j'y reviendrai après, il est articulé pour rebondir sur les points d'Aurélie, sous la forme d'un contrat de coopération technique, où là, on est vraiment voilà, sur des sujets qui sont assez délimités, qui sont très concrets, qui sont sur le terrain, et puis aussi des contrats de mécénat, encore une fois, qui sont dissociés, toujours pour des questions de déontologie. Et le dernier point que je voulais mentionner pour répondre à cette question, je pense que c'est important également dans un partenariat comme celui-ci entre entreprises et ONG, d'être conscient de nos différences et d'en faire un vrai point de force. C'est-à-dire qu'on apprécie que le WWF reste un critical friends, soit là pour être le poil à gratter et vraiment nous apporte toute la compétence en tant qu'association, en tant qu'expert sur les sujets d'écosystème. On sait qu'on a des enjeux parfois entre entreprises et associations de planning, de façon de valider les choses. Vous voyez, c'est une organisation et deux organisations qui sont assez différentes, mais je pense que c'est extrêmement important que justement ces différences-là, elles viennent nourrir la richesse du partenariat. Alors effectivement, Élodie, vous avez dit, on fait partie du problème, à nous de trouver la solution. Magali, c'est quelque chose que vous aviez aussi relevé quand nous avons préparé cette table ronde. Est-ce que du coup, comme Élodie, vous souhaiteriez partager le chemin qui s'est fait entre GRDF et le WWF? De quel constat, par exemple, vous êtes parti pour vous rapprocher de l'association? Alors, tout à fait. Donc, en complément de ce qui a été partagé sur le fait de faire partie du problème et de la solution, le sujet des valeurs, hein, d'avoir ce mot de critical friends qui est vraiment important en fait et qui permet aussi d'avoir une relation de confiance entre les deux parties et de se dire les choses
Et c'est ça qui, je trouve, alors je ne vais pas dire inestimable, mais en tout cas qui a beaucoup de valeur pour une entreprise. Se dire toutes les choses qu'on a envie d'entendre ou des fois pas tellement envie d'entendre, mais on sait qu'on est dans un cadre où on ne va pas se retrouver mis en défaut. Nous, ce qui nous a rapprochés plus particulièrement, c'est la vision de la transition énergétique et la volonté de travailler sur la durabilité des énergies renouvelables. Côté GRDF, nous, on porte une vision multi-énergie où on a la conviction que pour réussir la transition énergétique et écologique, on aura besoin de toutes les énergies décarbonées, renouvelables, et qu'il n'y a pas une énergie qui va prendre le pas d'une autre, et qu'en tout cas, elles sont toutes nécessaires pour arriver à cet immense challenge qui est la lutte contre le changement climatique. Et, euh, et donc, du coup, au-delà de développer ces énergies renouvelables, il faut être attentif à ne pas recréer des problèmes en voulant en résoudre certains. Et donc, très vite, on a travaillé sur tout ce qui est la question de la durabilité des gaz renouvelables. Et donc, on a travaillé sur un guide qui visait à identifier qu'est-ce qui faisait que produire des gaz renouvelables, du biométhane, donc c'est un gaz qui est produit majoritairement à partir de déchets organiques, hein. En gros, ce qui composte peut être mis dans un méthaniseur qui va, après épuration, faire du gaz, hein. Enfin, voilà, pour ceux autour de la table qui ne connaîtraient pas, donc c'est une réaction qui est naturelle, mais donc se pose la question de qu'est-ce qu'on met comme type d'intrant, ce qu'on dit chez nous, qu'est-ce qu'on met dans qu'est-ce qu'on utilise pour produire des gaz renouvelables? Est-ce qu'on utilise des déchets? Est-ce qu'on a des systèmes agricoles qui sont durables, ou est-ce qu'on est sur un modèle que je qualifierais peut-être plutôt il y a d'autres pays qui ont un modèle où on est plutôt sur des cultures énergétiques, ce qui n'est pas le choix en France. Et donc, du coup, c'est une culture énergétique, ça veut dire qu'on entre en concurrence avec l'alimentation, ça veut dire qu'on est dans un cadre où peut-être les pratiques agricoles, donc on produit de l'énergie avant de respecter finalement la nature et de produire de façon durable. Et donc, on s'est attaché à donc, identifier ces bonnes pratiques. Et puis, la question suivante, ça a été, OK, on les a identifiées, et maintenant, comment on va les déployer? Parce que GRDF, nous, on est distributeur de gaz, on n'est pas producteur de gaz. C'est-à-dire qu'on raccorde les unités avec avec le réseau, mais on ne sait pas nous qui allons investir. Nous n'avons aucune participation dans quelques unités de méthanisation que ce soit. Et donc, ça veut dire que on va être sur de l'influence, on va être sur un partage des bonnes pratiques, de pouvoir aussi comprendre mutuellement quelles sont les contraintes, hein, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Et je pense que c'est aussi pour la raison pour laquelle le partenariat fonctionne bien. C'est celui-ci. Et donc, on a travaillé sur ce sujet donc, des conditions, comment on met en œuvre, comment on déploie, et comment on arrive là dans le nouveau cycle qu'on vient de renouveler notre coopération pour 3 ans. Maintenant, on essaie de voir grandeur nature, qu'est-ce que ça donne. Donc, on est parti de quelque chose d'assez théorique, hein, conceptuel. Donc, qu'est-ce qu'on pense qui seraient les meilleures façons de faire progresser la filière? Bon, concrètement, on va aller voir, nous qui avons une grande surface de contact avec les agriculteurs, alors sans doute moins qu'un un acteur de l'industrie agroalimentaire comme le groupe Bell, pour qui ce sont voilà, des relations directes dans leur chaîne de valeur, mais nous, ça reste quand même des clients. Donc, comment on peut travailler avec ces clients un petit peu particuliers pour les accompagner dans ces changements de pratique, avec cette idée que quelqu'un qui s'engage pour la transition énergétique doit aussi s'engager pour la transition écologique à sa façon, au-delà même du projet. Donc ça, c'est vraiment le sujet majeur. Après, on travaille aussi sur des sujets d'exemplarité, des sujets de biodiversité, hein, qui sont des sujets qui sont, je pense, dans le monde de l'entreprise, qui montent en puissance depuis quelques années, qui n'était probablement pas le cas il y a 10-15 ans. Et là, maintenant, il paraît inconcevable de ne pas travailler sur notre impact en termes de biodiversité. Et puis, on travaille également avec les équipes du WWF France sur le sujet climat, les référentiels SBTI, notamment pour la partie décarbonation. On suit aussi ce qui est fait au niveau du SBTN, donc pareil, un autre référentiel au niveau de la nature. Et donc ça aussi, ça fait partie du partenariat. Merci beaucoup Magali. Alors du coup, Élodie, je vous redonne la parole pour que peut-être vous puissiez aussi rentrer concrètement dans l'exemple de projet que vous menez avec WWF. Vous avez la particularité d'avoir une longue relation de 12 ans. Donc comment ce partenariat a évolué au fur et à mesure des années?
Oui, vous avez raison. C'est vrai que depuis 2012, comme je commençais à le dire, notre partenariat, il n'a cessé d'évoluer et de grandir. Et moi, visuellement, je le vois comme des cercles concentriques, en fait. On a d'abord démarré sur un sujet bien précis, qui était le sujet de la filière laitière durable, et plus précisément sur le sujet de l'alimentation des vaches qui produisent le lait qui est utilisé pour fabriquer nos produits. Et donc, les questions qu'on s'est posées avec le WWF, c'était de savoir quelle alimentation est donnée aux vaches en fonction que l'on parle d'un bassin laitier en France, aux USA, en Slovaquie, etc. Quelle est la part des tourteaux de soja et de palme dont vous savez qu'ils peuvent avoir un impact sur les enjeux de déforestation? Quelles alternatives on pourrait trouver, etc. Donc ça fait partie des premiers sujets. Donc comme vous pouvez le voir, des sujets qui sont quand même assez précis et assez technique, si je puis dire. Et je pense que ça nous a permis vraiment de commencer à échanger sur nos différentes compétences, nous sur notre très bonne connaissance de la filière laitière, bien sûr, et puis le WWF sur toute sa compétence en termes d'impact sur les écosystèmes et de préservation des écosystèmes. Et puis, ça nous a permis du coup d'avancer très concrètement sur le sujet, à la fois auprès des fermes partenaires, évidemment en les accompagnant pour développer une alimentation des vaches la plus locale possible, etc. Et également, parce qu'on a ces deux contrats ou ces deux modes de partenariat, ça nous a permis aussi, via le mécénat, de venir soutenir les producteurs de soja et de palme un peu plus loin de nous, si je puis dire, dans d'autres géographies, pour leur permettre d'accéder aux certifications qui existent en termes de préservation des écosystèmes et des forêts. Et puis en fait, on a rapidement réalisé que l'enjeu de la filière laitière durable, qui nous animait pendant les premières années de notre partenariat, c'était bien, mais ça devait aller plus loin que juste cette question de l'alimentation animale. Et on a donc naturellement co-construit ensemble avec le WWF France une charte plus globale, une charte pour un amont laitier durable qui intègre bien évidemment les sujets d'alimentation animale sur lesquels on avait travaillé dans le premier partenariat, mais aussi qui va plus loin, qui a une vision plus écosystémique, si je puis dire, et qui parle d'empreinte carbone, de diagnostic carbone, d'accès au pâturage, etc. Et puis là encore, c'est pour ça que je le visualise vraiment comme des cercles concentriques, là encore, par nos échanges, par nos compétences complémentaires, par le rôle de Critical Friends du WWF France, on a naturellement été amenés à travailler ensemble, là encore, sur un sujet un peu plus vaste, à savoir sur la politique du groupe en termes de préservation des écosystèmes naturels et des forêts. Donc là aussi, en fait, on tire le fil. Tout est cohérent, mais on ouvre encore un peu plus de sujets. Et puis, un peu plus dernièrement, sur le sujet de la politique biodiversité. Et d'ailleurs, puisque Magali le mentionnait, grâce au WWF, on a fait partie des entreprises, des 17 entreprises pilotes pour tester la méthodologie qui s'appuie sur la science et qui s'appelle SBTN, comme mentionné par Magali. Donc, ce sont vraiment juste quelques exemples, mais qui vous montrent le chemin de progrès que nous avons parcouru ensemble et c'est loin d'être terminé. On est en train de travailler sur les grandes thématiques stratégiques de notre prochain partenariat et je pense que là encore, le cercle concentrique va continuer de s'étendre parce que c'est ça qui est important pour nous, c'est vraiment d'avoir cette vision la plus écosystémique possible et de prendre en considération les limites planétaires pour vraiment intégrer tout ça au service de l'impact. Mais alors, Élodie, par rapport à ces projets, comment vous mesurez et vous évaluez l'efficacité et l'impact du coup des actions que vous menez avec le WWF? Alors, c'est à la fois, c'est une très bonne question parce que c'est extrêmement important, que ce soit sur les sujets de coopération technique, mais aussi sur les sujets de mécénat. Il est toujours essentiel d'être en capacité de mesurer. Encore une fois, on est une entreprise, mais je pense que ça anime aussi le WWF. C'est important de mesurer parce que mesurer, c'est avancer et c'est aussi être en capacité de déployer à plus grande échelle. Alors nous, on n'est pas les plus gros acteurs du monde du fromage ou du monde de la portion, mais on croit à notre capacité à ouvrir la voie, à montrer l'exemple, toujours en restant humble, mais en tout cas à tester des nouvelles choses et à montrer aux autres acteurs de la filière alimentaire que c'est possible, quitte à parfois essuyer les plâtres quand on est les premiers. Et en interne comme en externe, que ce soit auprès des experts comme du grand public, oui, il est absolument essentiel de mesurer. Je vais prendre
trois exemples récents, si vous me le permettez. Donc le premier, c'est on travaille donc avec le WWF, comme je le disais rapidement tout à l'heure, à la mesure de notre empreinte biodiversité. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est très technique, qui couvre l'ensemble de notre chaîne de valeur et qui nous a demandé de fait pour pouvoir y arriver, à rentrer dans cette nouvelle méthodologie, à la tester et à commencer à se faire une idée de notre empreinte biodiversité et de là où sont nos plus gros enjeux et là où on doit mettre nos plus grands efforts. Ça couvre l'ensemble de notre chaîne de valeur, ça demande beaucoup de données, du choix des ingrédients à nos usines, à la façon dont sont transportées nos matières premières, etc. Et donc la première chose, dans le fond, c'est d'être en capacité, sur ce projet mené conjointement avec le WWF, à solliciter de très nombreuses équipes en interne. Donc ça, c'est hyper important parce que je pense que c'est à la fois les achats, la supply chain, les directeurs d'usines, etc., qui ont été mobilisés. Et c'est donc, de fait, en travaillant sur la donnée et sur l'impact en termes de mesures biodiversité sur cet exemple-là, qu'on a été en capacité de vraiment se rendre compte que c'est un vrai levier d'engagement en interne, un levier de sens et aussi, je pense que c'est très important, un levier de développement de compétences parce qu'on a été amené à tous à apprendre des choses dans le cadre de ce projet-là, dans le cadre de cet objectif de mesure de notre empreinte biodiversité. Peut-être un deuxième exemple, un peu plus récent, c'est qu'on a rejoint un des programmes de mécénat du WWF qui s'appelle le programme Nature Impact avec le VVF France et qui met en œuvre des projets en termes de forêt française et qui cherche là à mesurer très concrètement des impacts carbone, des impacts en termes de biodiversité, le nombre d'hectares qui vont pouvoir être préservés. Et donc ça aussi, l'enjeu de la mesure est clé parce que l'enjeu, c'est aussi de passer à l'échelle. C'est de montrer les impacts pour aussi donner envie à d'autres entreprises de s'engager, parce que le succès de cette initiative se basera aussi grandement sur le fait qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui viennent rejoindre le projet. Et puis enfin, je voudrais terminer sur un projet ou un programme, un exemple un petit peu différent. Euh, je vous l'ai dit en introduction, on a des marques assez iconiques. On a un peu tous une petite histoire avec une des marques du groupe Bell. C'est une chance. Elles sont connues de presque tous, en tout cas en France et aussi à l'étranger. Et donc, c'est un levier extraordinaire de sensibilisation des citoyens dont nous devons nous saisir. Et c'est dans cette optique-là que on a, depuis 3 ans, je crois maintenant, développé avec le WWF France et la marque Kiri des programmes et des messages de sensibilisation sur la biodiversité ordinaire, celle qu'on ne regarde presque pas, les vers de terre, les bousiers, cette biodiversité-là qui est peut-être un petit peu moins sexy que le panda, le tigre ou le lynx, mais qui nous rend des services écosystémiques absolument essentiels. Et donc, on travaille ensemble aussi sur voilà, des programmes comme ça de sensibilisation, parce que là aussi, c'est de notre responsabilité de sensibiliser les citoyens non experts et dès le plus jeune âge à s'émerveiller autour de ces sujets de biodiversité et donc la préserver. Alors effectivement, dans votre cas, ça a l'air effectivement de bien fonctionner. En tout cas, il y a un effet d'entraînement clair. Mais ça peut être plus complexe dans d'autres structures. C'est vrai que l'environnement fait aussi face à pas mal de résistance. Magali, si on revient vers vous, est-ce que vous, par exemple, parce qu'on n'est pas que là pour se parler des choses qui fonctionnent tout le temps, on est aussi là aussi pour tirer parti des expériences qui fonctionnent peut-être moins bien. Est-ce que vous, chez vous, vous rencontrez des points de blocage dans la conduite de certains projets, par exemple? Alors oui, je vais parler des points, des points d'attention et puis de la façon dont on a essayé de les résoudre aussi. En fait, ce qui est assez compliqué quand on est dans des structures RSE, c'est comment on infuse plus largement que l'équipe et les 15-20 personnes qui sont soit dont c'est le métier de travailler sur le sujet ou qui sont des gens convaincus. On est aussi comme on est sur des sujets de transformation systémique, on est sur des sujets donc, d'accompagnement du changement et de la transformation. Et ça, c'est toujours compliqué en fait dans une entreprise. Pour vous donner un exemple, c'est vrai que pendant longtemps, il y a 15 ans, le gaz, c'était l'énergie préférée des Français.
Et depuis quelques années, c'est devenu synonyme de guerre, de changement climatique et l'énergie dont plus personne ne veut, qui est quasiment au même rang, je caricature un petit peu, que d'autres énergies fossiles, par exemple le charbon. Et ça, c'est vrai que c'est des enjeux de transformation culturelle qui sont difficiles à vivre pour les salariés. Et quand on partage une vision où forcément notre critical friends a envie qu'on aille plus vite, plus fort, plus loin, et ben forcément, ça peut être compliqué pour les salariés. Et c'est vrai que on peut être un petit peu. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas le partenariat de la RSE, si je caricature, et puis finalement, l'infusion, elle est limitée à 5 personnes. Aussi, l'autre difficulté qu'on a, c'est que nous, dans notre chaîne de valeur, notre écosystème, bah, si on parle du monde agricole, bah, en fait, on n'a pas non plus beaucoup de leviers, dans le sens où nous, on raccorde des installations auprès de gens qui sont des agriculteurs ou pas, hein. Il peut y avoir il y a aussi beaucoup d'entreprises qui installent ce type d'unités de production de gaz renouvelable. Et donc, clairement, on n'a pas toujours une surface de contact forte, ni de levier incitatif, ni même de légitimité. Parce que parler d'agriculture quand on a un acteur de l'énergie, ça peut sembler un peu contre-intuitif. Et même si on a des salariés, on a embauché des salariés qui connaissent mieux ces enjeux, d'un point de vue de l'agriculteur qui connaît très bien ces enjeux-là, qui en fait son métier, arriver en disant bah, tiens, est-ce que tu vas penser à faire ça? C'est quand même pas facile. Donc, il faut trouver des façons positives et adaptées en restant à notre place d'y faire face. Et donc, peut-être pour dire très rapidement sur la façon dont on a essayé de contourner ou surmonter ces difficultés, en 2024, on a fait beaucoup d'actions avec le WWF sur des choses qui parlent à plus de monde. Donc, on a interrogé le WWF France comme dans notre écoute de nos parties prenantes dans le cadre de la revue de notre politique RSE. Mais du coup, on a partagé donc on a interrogé 60 structures, donc il n'y avait pas que le WWF, mais en tout cas, ça fait partie des structures importantes qu'on a pu citer pendant cette écoute. Et donc, on a sensibilisé le comité exécutif sur le sujet. On a aussi sensibilisé les 600 managers de GRDF sur plein de sujets lors de notre projet d'entreprise Mission Décarbonation. Et donc, le WWF est intervenu sur une conférence sur la finance durable. Et ensuite, lors d'une séquence où nous avons managérial, on a donc réuni les 600 managers de GRDF. On a pendant 2 jours pour présenter ce nouveau projet d'entreprise et on a demandé à WWF France d'intervenir en tant que témoin dans un faux tribunal qui est le tribunal des générations futures. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et donc, où il n'y avait pas que WWF, hein, il y avait aussi l'association pour une transition bas carbone, et donc qui jouait un peu ce rôle de Critical Friends et qui disait auprès de 600 personnes bah, les choses qu'on avait du mal un peu à se dire. Nous, côté RSE, stratégie, on était bien au courant, mais pour d'autres, c'était un petit peu plus compliqué. Et donc, c'est ça ça fait partie de ces types d'actions qui permettent bah, de faire en sorte que le partenariat infuse plus largement au sein de l'entreprise. Excusez-moi, j'ai eu une petite toux malheureuse. Merci beaucoup Magali. Alors du coup, Aurélie, peut-être pour reprendre la parole sur cette question des difficultés, comment vous accompagnez les entreprises pour qu'elles réussissent à les surmonter et qu'elles arrivent à créer ce fameux effet d'entraînement? Bah oui, alors c'est vrai que nous, dans nos partenariats, on a des temps aussi, chaque année où on se pose sur, ce qui a marché, ce qui a moins marché. Donc on fait quand même, au travers d'un comité de pilotage, qui peut d'ailleurs, associer différents experts côté WWF et différents métiers, du côté de l'entreprise aussi, hein. Ça, c'est tout à fait possible et on se pose et on fait un petit bilan, en fait, tout simplement de l'année. Et c'est d'ailleurs des moments alors c'est parfois pas facile, hein, de se dire, bah, voilà, là, ça a pas marché, pourquoi? Mais c'est essentiel, hein, c'est ce que disaient Élodie et Magali pour voir ce qui marche pas et pour corriger le tir, pour voir aussi parfois là où on se pensait avoir une valeur ajoutée et on pensait que WWF, pouvait jouer un rôle, mais où au final, bah, c'est pas forcément le cas. Et pour que, encore une fois, le partenariat, il reste gagnant-gagnant. Il apporte vraiment quelque chose. Ça, c'est important parce que, j'ai beaucoup entendu, on apprend, et en fait, moi, ce que je vois aussi depuis que je suis au WWF sur ces partenariats, c'est qu'on apprend aussi nous au WWF.
En fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a, nous, une vision un peu théorique. Magali l'expliquait très bien parce qu'on se base voilà, sur la science. Et en fait, l'intérêt des partenariats, c'est de le confronter à la vision économique, sociale, business, tout simplement, et de voir en quoi ça peut marcher ou pas. Et là, évidemment, il y a des couacs, parce qu'il y a la théorie, puis il y a la pratique, il y a la vraie vie. Donc, on va tester. Et donc, on peut souvent d'ailleurs, on procède par étapes. C'est vrai que les partenariats ils se construisent dans le temps. On va tester des choses. On va aller du concept de la théorie à la pratique, à l'application concrète. Et parfois, il y a des pilotes qui ne marchent pas. Et parfois, il y a des pilotes qui marchent, heureusement. Donc, on a quand même cette phase de bilan et on a même un bilan assez complet. Donc, nous, nos partenariats, les phases partenariales, c'est entre 3 et 4 ans, généralement. Et donc, quelques mois avant l'échéance, on a quand même un bilan complet de l'ensemble du partenariat. C'est-à-dire ce qu'on s'est dit au début, ce qu'on cherchait à faire, les grands objectifs, les indicateurs de suivi, finalement, où est-ce qu'on en est. Et d'ailleurs, pour information, on pourra mettre le lien, on publie, nous, chaque année, on publie un rapport annuel du WWF, bien sûr, mais on publie aussi un rapport spécifique sur nos partenariats, sur nos relations entreprises, qui décrit chaque année tout ce qu'on fait avec les entreprises. Donc ces difficultés, on les entend. C'est ce qui nous intéresse. Alors c'est pas facile d'être une ONG qui travaille avec les entreprises. C'est plus facile de dire, moi je dis souvent, c'est plus facile de dire non que de dire oui à une entreprise. Mais c'est la difficulté qui va nous intéresser parce qu'aussi c'est là où on peut potentiellement avoir de l'impact. Donc il faut que la prise de risque, elle soit bien sûr évaluée, elle soit anticipée. Mais c'est ça qui nous intéresse aussi. Parce que en fait, pour avoir de l'impact, il faut savoir aussi prendre des risques. Un plus grand impact impose aussi des plus gros challenges et de travailler de concert en acceptant en toute humilité que nous aussi, on ne sait pas tout et que c'est ça qui va être intéressant. On va apprendre des métiers de l'entreprise sur cette capacité de réalité, en fait, d'application dans la réalité. Alors peut-être pour terminer, Aurélie, puisque vous avez la parole, c'est vrai qu'on a une question qui revient quand même assez souvent de la part, en tout cas, des entreprises et en particulier de nos membres. Faut-il être parfait pour travailler avec vous, avec le WWF? Alors, c'est une très bonne question et la réponse est non. Et dans notre rapport, mais d'ailleurs, vous avez peut-être été surpris qu'on ait des partenariats avec certaines entreprises. Non, la réponse est non, parce qu'en fait, vous n'allez pas trouver d'ailleurs de partenariat avec des entreprises qui sont très avancées ou très matures, comme Patagonia, Biocop, et tant mieux pour eux, mais quelque part, ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Nous, ce qui va nous intéresser, alors évidemment, on ne peut pas travailler non plus à ceux qui sont beaucoup trop loin, et on a d'ailleurs des règles assez strictes, d'ailleurs même de secteurs avec lesquels on ne travaille pas. Magali, tu citais la production d'énergie fossile. Évidemment, on s'interdit de faire des partenariats avec les acteurs de la production d'énergie fossile, les pétroliers par exemple. Mais sur le curseur, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de voir, et on a une phase d'ailleurs de préétude pour développer un partenariat, où est-ce qu'il y a une volonté de l'entreprise au plus haut niveau, donc du dirigeant, vraiment sur la stratégie de l'entreprise, pas que la stratégie RSE, une volonté, une envie de faire des choses, mais une problématique sur le comment. Comment je fais, où je vais. Aujourd'hui, il y a un foisonnement d'outils, il y a un foisonnement de possibilités. Les problématiques sont quand même de plus en plus complexes. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser, c'est de voir une entreprise, elle est lancée dans une démarche, elle a envie de faire, mais elle ne sait pas trop comment prendre le truc, ou alors elle a déjà mis des choses en place, mais c'est pas forcément, il y a d'autres choses à faire. Et c'est ça qui va nous intéresser pour avoir un impact. Donc non, la réponse, c'est bien sûr. Et on travaille d'ailleurs, on a 2 grands groupes aujourd'hui. On travaille avec différentes tailles d'entreprises, de la petite PME au grand groupe, avec des modalités bien sûr qui sont différentes. Par exemple, sur les PME, on va travailler plutôt en collectif parce qu'on n'a pas, nous, malheureusement, les ressources de suivre individuellement toutes les PME avec qui on travaille et toutes les entreprises. Mais on les choisit et on va les choisir par rapport à ça, vraiment. Alors du coup, Élodie et Magali, est-ce que vous vous êtes dit: «Oh là là, il faut que je sois parfaite pour me rapprocher du WWF»? Comment vous, de votre côté, la question s'est posée en tout cas? Élodie peut-être? Oui, Pour commencer? d'accord. Bon, alors en fait, ma réponse, elle va être très, très claire. J'ai envie de dire non, surtout pas. Au contraire, déjà, premièrement, je ne vois pas quelle entreprise pourrait se dire parfaite. Ça
pose un petit problème si on se dit parfait. Et non, surtout pas, parce que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de travailler ensemble pour progresser, pour identifier des nouveaux enjeux. On en a plein devant nous. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus que sinon que c'est ça qui est intéressant, c'est justement de ne pas être parfait, d'en être conscient et de travailler ensemble sur nos différentes compétences et nos différentes expertises pour pouvoir avancer. Mais honnêtement, je ne sais pas si on vise la perfection. Une entreprise, ça a des impacts, c'est une problématique et une solution. Heureusement qu'on n'est pas parfait, mais j'ai envie de dire en développement durable, une entreprise qui serait parfaite, je pense que ça pose quelques petites problématiques en termes d'ego. Donc, on n'est pas parfait. Et c'est très bien parce qu'on a encore énormément de choses et qu'on le fait dans la co-construction avec le WWF. Magali, le mot de la fin. Oui, effectivement, nous non plus, nous ne sommes pas parfaits et c'est vrai qu'on est souvent attaqué parce que représentant d'un système qui fait partie du problème et on a, je pense, d'une certaine façon, un déficit de sincérité perçu. Et c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de travailler avec des ONG. Donc, moi, sans paraphraser ce qui a déjà été dit par Aurélie et Élodie, moi, je donnerais deux conseils à ceux qui se posent aujourd'hui des questions. La première, c'est de ne pas être timide. Il faut oser prendre contact avec des gens. Évidemment, il ne faut pas que ce soit des gens avec qui, il y a avec qui on est diamétralement opposés, mais en tout cas, oser, ne serait-ce que échanger. On n'est pas obligé de tout de suite faire un partenariat ou une convention de mécénat avec ces structures, mais au moins d'avoir un échange pour voir si on se disait sur ce domaine des valeurs, de ce qui nous rapproche, de la vision. Il y a des choses qui peuvent nous rassembler. Et ça, ce serait sans doute le mot de la fin. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous oppose. Parce que, évidemment, avec tous les acteurs avec qui on peut travailler, on n'aura jamais quelqu'un avec qui on sera aligné sur 100% de la stratégie. Et c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on a envie de travailler ensemble, de s'améliorer et d'être un peu sur ce chemin, parce qu'effectivement, on n'a jamais arrivé, on est plus sur un cheminement avec des tours et des détours parfois inattendus. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. Est-ce que par hasard, il y aurait des questions? C'est le moment pour celles et ceux qui souhaiteraient creuser un aspect ou plusieurs aspects qui ont été évoqués au cours de ce webinaire. Donc, je regarde, je piste, levez la main. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci beaucoup Aurélie, Élodie et Magali pour ces très enrichissantes interventions. Merci infiniment pour ce partage. Alors, à celles et ceux qui nous connaissent et souhaitent prolonger l'expérience, sachez que nous réaliserons un livrable que nous vous partagerons ces prochaines semaines. Et puis, je vous donne rendez-vous à notre prochain cycle des 7 et 21 novembre prochains, qui portera sur les enjeux du mécénat collectif et territorial à la suite de la publication du panorama des fonds et des fondations d'entreprises mécènes. Vous trouverez les liens d'inscription dans le chat. Un très grand merci à nouveau à nos intervenantes et grand merci à toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.